Plaisir. Il était nécessaire de pouvoir faire un entretien à nouveau sur GPTV, je le rappelle. Il y a eu un entretien qui a été réalisé pour cet ouvrage que vous voyez ici, La Croix gammée rose aux éditions du Verbe Haut, les camarades, le camarade Sylvain Durin que l'on salue, qui sera présent juste après d'ailleurs sur cette matinale. Donc, un ouvrage traduit, ouvrage réalisé initialement donc en anglais par Scott Lively. C'est un livre qui a eu un franc succès dans sa traduction. Vous êtes déjà sur un nouveau tirage, ça a beaucoup fait réagir sur les révélations de cet auteur. Et également, je crois qu'il y a eu, Stanislas, certaines réactions et même des événements de censure suite à la publication de ce livre. Oui, oui, tout à fait. Alors, alors déjà, il faut dire que c'est un livre qui est paru pour la première fois en 95, qui avait jamais été traduit en français. Je l'ai lu, j'ai découvert une version qui circulait sur Internet l'année dernière, et j'ai lu au bout de 100 pages, je me suis dit, mais ce livre est une bombe, et il faut absolument qu'il soit traduit en français. Et c'est pour ça que j'ai fait ce partenariat avec les éditions du Verbe Haut, parce qu'on voulait lui donner vraiment une diffusion la plus large possible. Et donc, en effet, c'est un sujet qui a fait réagir. Alors, c'est très simple. On a été attaqué, bien entendu, par les néo-nazis qui sont très mécontents que, comme le sous-titre du livre l'indique, révèle les secrets honteux de l'Allemagne nazie. On va y revenir. On s'attendait à être attaqué par le lobby LGBT parce que le livre montre aussi le lien, ce que Scott Lively appelle l'homofascisme, et notamment aux États-Unis, puisque lui est américain et très concerné par le sujet, on en parlera tout à l'heure. Donc on s'attendait à être attaqué de ce côté-là, mais surtout, en fait, la stratégie qui a été développée contre ce livre, c'est ce que j'appelle la conspiration du silence. C'est-à-dire que c'est un livre qui devrait faire événement, qui invite à revisiter tout ce qu'on croyait savoir sur l'Allemagne nazie, toute la fausse histoire qu'on apprend à l'école. Et en fait, ce livre, on va faire comme s'il n'existait pas. On va dire que son auteur est discrédité. Alors ça, je vais y revenir aussi. Mais pour revenir sur la censure dont vous parliez, donc GPTV nous a accueillis et je vous en remercie pour faire connaître ce livre en France. Nous avons eu Toxin aussi qui nous a accueillis avec une émission qui a suscité la controverse. Alors dans cette émission, j'ai fait une toute petite erreur. J'ai dit 1920 au lieu de 1910 concernant la présence d'Hitler à Vienne. Et tout de suite, des gens se sont enflammés sur les réseaux sociaux en disant le livre ment, Hitler n'était pas en 1920 mais en 1910, donc tout est faux, Stanislas Berton ne sait pas de quoi il parle. Donc c'était un lapsus de mon fait, pas du fait de Scott Lively, j'ai corrigé tout de suite, mais il y a eu des pressions pour faire retirer la vidéo, j'ai apporté les preuves des affirmations de Scott Lively, donc la vidéo a été rétablie, donc ça c'était une première tentative de déstabiliser un peu la sortie du livre. Et ensuite, il y a eu une émission sur Sud Radio avec André Berkoff qui devait avoir lieu le vendredi il y a un peu plus de 15 jours, qui a été annulée au dernier moment par la chaîne. Alors je précise que ce n'est pas du fait d'André Berkoff, puisque lui était très favorable. Il avait d'ailleurs beaucoup travaillé avec sa collaboratrice et qui anime l'émission avec lui, avec le journaliste qui anime l'émission avec lui, Céline Alonso, qui avait fait un travail exceptionnel. On avait vraiment un entretien qui était béton, tout était prêt. Voilà, ça a été censuré à la dernière minute. Et puis il y a deux chaînes qui m'invitent habituellement et qui sont pourtant des chaînes de réinformation, TV Liberté et Radio Courtoisie, qui ont refusé de me recevoir pour parler de ce livre. Donc, de manière assez étonnante, bon, c'est leur droit, ils ne nous doivent rien, hein, bien entendu, il n'y a aucun problème, mais j'étais quand même surpris que voilà, c'est la première fois dans mon travail de traducteur et d'auteur que je suis confronté à ce type de censure par rapport à ce sujet, et finalement, pour l'instant, la censure est venue, entre guillemets, de notre camp. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que la gauche ou le lobby LGBT nous attaque. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, les attaques sont venues plutôt de la droite. Enfin, la censure et les attaques sont venues de la droite et surtout des milieux nationalistes qui nous accusent de salir la mémoire du Troisième Reich, etc., d'être des agents de la propagande juive anti-hitlérienne, etc. Donc voilà. Et donc, une partie de ces critiques se sont attaqués notamment à Scott Lively en disant que c'était un auteur discrédité, protestant, sioniste, enfin vraiment il a tous les défauts, ce pauvre homme. Alors j'ai déjà précisé plusieurs choses, c'est que Scott Lively a fait un travail non pas de polémiste mais d'historien. Vous avez lu le livre, vous avez vu que les sources, tout est sourcé. Il y a chaque chapitre, il y a des centaines de notes. Moi, j'ai rarement lu et traduit un ouvrage qui est aussi sérieux et aussi étayé. Quand j'ai été attaqué sur Toxin, par exemple, on a dit cette histoire que Hitler aurait été un gigolo, se serait prostitué, c'est faux, les sources n'existent pas. Donc, je suis retourné dans le livre de Scott Lively, j'ai trouvé la source.
J'ai trouvé la source de la source, c'est-à-dire sur quel livre s'appuyait Scott Lively. J'ai retrouvé le livre et j'ai trouvé les sources dans ce livre. Et donc, les sources, elles sont indiscutables. Il y a un rapport de police. Alors là, c'est plus à Vienne, c'est à Munich. Un rapport de police qui est de la police des mœurs sur Adolf Hitler et sur ses activités de prostitution ou de sollicitation d'hommes dans la rue pour des relations sexuelles quand il était à Vienne. On a le numéro du rapport de police, c'est le numéro 10 082 de tête. Le problème, c'est que ces documents ont été saisis par Adolf Hitler dès qu'il est devenu chancelier. Donc il y avait 6 volumes de la police de Munich, ça a été supprimé. Et dans le livre de Scott Lively, il y a un témoignage de Otto von Lossow, qui était le directeur, enfin le gouverneur de la police de Bavière, qui dit qu'il a un dossier sur Hitler et si Hitler le chauffe un peu trop, il sortira ce dossier. Et ça, ce témoignage, c'est encore moins suspect. C'est un témoignage de Eugen Dollmann, qui était un haut officier SS. Et ça, c'est des documents qui sont extraits de sa correspondance privée, enfin de ses notes privées qu'il voulait utiliser pour rédiger ses mémoires qu'il n'a jamais pu rédiger. Donc, alors j'ai donné ça sur les réseaux. Les gens ont dit, mais non, Dollmann, il essaye de se couvrir. Beaucoup de SS ont fait ça, ont raconté n'importe quoi pour essayer de se sauver après la fin du régime. Ça, c'est de la correspondance privée. Ça n'a jamais été sorti du cadre familial, donc c'est pas une stratégie de défense. Donc voilà, donc je passe là-dessus rapidement, mais voilà, pour dire que tout est béton. Et la deuxième chose, c'est que Scott Lively, alors il paraît qu'il est discrédité, que c'est un guignol, etc. Scott Lively, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que c'est déjà quelqu'un de sérieux, et c'est quelqu'un qui, en 2006, a été invité en Russie et en Lettonie pour donner plus de 50 conférences dans toutes les grandes villes de Russie, à l'invitation du pouvoir russe, sur les dangers du lobby LGBT. Ce qui a conduit quelques années plus tard, on s'en souvient, dans les années 2010-2015, la Russie a passé des lois anti-propagande LGBT, notamment pour tout ce qui vise les mineurs. Alors les gens qui disent que Scott Lively est un guignol, n'est pas quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui est reçu pour des conférences à l'international, en Russie, qui est quand même, vous le savez, sur GPTV, le fer de lance de la lutte contre le mondialisme, le wokisme, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'oreille du pouvoir russe et qui fait des conférences qui se traduisent par des lois votées en Russie. Et ça, c'est public. C'est même sur sa page Wikipédia. Vous avez sur sa page Wikipédia en anglais, il y a tout qui est écrit. Il a aussi inspiré des législations, alors encore plus sévères, en Ouganda, et ça c'est encore plus récent, puisque l'Ouganda a passé, je crois, en 2024, une loi qui criminalise carrément l'homosexualité. Et une dernière chose pour finir sur Scott Lively, c'est que vous savez qu'aux États-Unis, il y avait un organisme qui s'appelait le SPLC, le Southern Poverty Law Center, qui était un espèce d'équivalent d'SOS racisme, mais en plus gros, qui était chargé de combattre la haine, l'extrémisme, etc. aux États-Unis. Et donc, ces gens-là avaient une liste noire de tous les gens qui sont infréquentables. Et bien, Scott Lively était dans cette liste comme extrémiste de haine anti-LGBT. Bon, petite ironie de l'histoire, on a découvert il y a à peu près un mois, et je suis passé d'ailleurs sur Toxin pour faire une émission à ce sujet, que le SPLC, c'est une enquête fédérale, au mois de mars, le SPLC finançait en secret des mouvements néo-nazis aux États-Unis avec des millions de dollars. Donc ça, tout ça, c'est public, on a les preuves. Donc avouez que c'est quand même cocasse qu'une association antiraciste qui accuse Scott Lively d'être un extrémiste finançait des néo-nazis. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc je donne tous ces éléments pour commencer cet entretien, pour tous les gens qui disent que Scott Lively est un agent mondialiste ou sioniste, que c'est pas sérieux, etc. Je veux dire, les faits sont là. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que les gens vont prendre connaissance de ces faits qui sont portés pour la première fois à la connaissance du public en France, puisque je rappelle que ce livre n'a jamais été traduit et il cite des sources qui sont souvent complètement ignorées en France, ou on va continuer de faire l'autruche et de diffuser des fake news sur le nazisme, et notamment de faire croire que les nazis étaient les grands défenseurs de l'ordre moral. Et nous sommes en plus dans le mois des fiertés, donc je pense que c'est l'occasion de rappeler bien l'influence, parce que là on parle de l'histoire nazie, mais ça, on montre qu'il y a des liens avec ce qu'on appelle aujourd'hui le LGBTisme, mais on va dire cet développement de société, ou en tout cas de groupes de réflexion qui arrivent à toucher à l'occultisme, pour ensuite avoir développé et même fait un énorme travail de développement, que ce soit en Allemagne avant que ce soit l'Allemagne nazie, même après, et également après aux États-Unis, et on va pouvoir y revenir. D'ailleurs, c'est comme ça que le travail
Scott Lively commence, c'est d'essayer de revenir un petit peu aux sources et aux origines, on va dire, de ces influences-là. Et j'aimerais qu'on puisse commencer immédiatement, quelque part, sur l'importance, on va dire, des fameux leaders de cette propagande, on va dire, homosexuel, mais qui est devenu LGBT et qu'on pourrait dire LGBT aujourd'hui. Il faut faire attention, dans le monde moderne, avec l'amalgame, on va faire attention. Mais il y a des noms qui sont ressortis. D'ailleurs, un nom qui était dans une des revues mensuelles, on salue François-Xavier Consoli d'en avoir parlé. C'était Magnus Hirschfeld. Et il y a également une autre personne qui est plus ancienne. Et là aussi, je pense que c'est bien de s'arrêter là pour savoir d'où est-ce que l'on doit commencer, qui est Karl Heinrich Ulrich. Est-ce qu'on peut commencer un petit peu par cet aspect-là pour pouvoir poser les bases des graines qui ont été semées pour ensuite les développer pendant cette histoire-là de l'Allemagne nazie. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison de souligner qu'il faut remonter bien plus en avant pour trouver les racines du mouvement LGBT. Alors, vous avez parlé de Karl Ulrich. Karl Ulrich, c'est quelqu'un qui va inventer, parce que déjà, il faut prendre un peu de recul. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un monde où l'homosexualité est normalisée. Donc ça, c'est une chose. Les comportements homosexuels s'affichent à la télévision, dans les médias, sur les affiches, etc. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 70, donc c'est assez proche finalement, c'était impensable. On était dans une société qui était hétéronormée, hétérosexuelle. L'homosexualité, notamment en Allemagne, et cela même avant les nazis, je veux dire, des homosexuels qui se faisaient surprendre à avoir des relations homosexuelles, c'était le code pénal. Il y avait, alors je me rappelle plus de l'article de loi de tête, mais il y avait un article qui criminalisait les relations homosexuelles. Et ça, c'était pas qu'en Allemagne, c'était dans tous les pays d'Europe, y compris aux États-Unis, dans certains États. Le crime de sodomie, même il y a des États qui l'ont supprimé que très récemment, des États très conservateurs. Donc vous voyez, on était dans ce monde-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des agents de subversion, dont notamment ce monsieur Ulrich dont vous parlez, Karl Ulrich, qui vont dire il faut en fait normaliser tout ça, il faut sortir l'homosexualité du placard. Donc lui, il va inventer un terme. Déjà, le mot homosexuel n'existait pas. Il faut rappeler que c'était la pratique qui était condamnée. On parlait de sodomie ou de bougrerie en français. Et en fait, je dirais, c'était impensable que des gens en fassent leur identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on pouvait dire, il y a des gens qui succombent, alors dans un référentiel chrétien, ils succombent au péché, ils font des actes qu'on qualifiait à l'époque de contre-nature, leur identité profonde. Et donc, il va y avoir des gens comme M. Ulrich qui vont dire « Mais non, c'est notre identité, nous sommes faits comme ça ». Alors, ils vont développer toute une théorie, j'y reviendrai, qui a un lien avec l'occultisme pour expliquer qu'en fait, ils sont des femmes dans un corps d'homme ou des hommes dans un corps de femme, que leurs âmes ont migré ou je ne sais trop quoi. Et donc, en fait, ce qui expliquerait qu'ils ont des désirs pour le même sexe. Donc, il va y avoir tout ce travail de préparation je dirais, culturelle qui touche, soyons très clairs, hein, ça touche la minorité d'une minorité. Il n'y a même pas 0,1% des gens en Allemagne en 1910-1915 qui sont conscients de ça. C'est des revues confidentielles, Concession change sous le manteau, des livres qui passent de main en main, enfin, dans des librairies un peu clandestines. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout un phénomène mainstream, hein, il faut être très clair. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des gens comme Magnus Hirschfeld qui vont arriver et qui vont donner à tout ça une espèce de vernis scientifique. C'est-à-dire, ils vont dire, d'une part, ils vont faire du lobbying en disant il faut abroger ces lois qui criminalisent l'homosexualité, et il faut étudier l'homosexualité et tous les phénomènes, on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui les sexualités alternatives, comme des objets médicaux de connaissance, essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi les gens ont ces inclinaisons, etc. Avec quand même, comme il faut être honnête, ça sert quand même de caution. C'est-à-dire que notamment l'Institut de recherche sexuelle de Hirschfeld, ça va être un espèce de bordel à ciel ouvert où tous les déviants, les dégénérés de Berlin vont se retrouver. Ça, il faut être clair. Et là, il y a une première distinction qui est très importante à faire, qui est la clé pour comprendre le discours des nazis sur l'homosexualité. Le début de l'homosexualité, enfin à cette époque, donc on parle des années 20-30, va opposer deux factions qui vont être la faction des homosexuels efféminés, donc qui sont représentés par notamment M. Hirschfeld, qui sont des gens qui sont plutôt pacifistes et plutôt de gauche, mais dans la tendance plutôt communiste. C'est-à-dire que, et ces gens-là, avec ce qu'on appelle vulgairement les tantes ou les folles, avec des manières très maniérées, très efféminées, un peu de travestissement, etc. Et donc ces gens-là vont s'opposer, il va y avoir une guerre très violente entre eux et ce qu'on va appeler, ce que j'ai appelé dans le livre, les homosexuels machos ou virils. Et eux,
ils vont être au contraire plutôt agressifs, plutôt militaristes, ça va être le cuir, la violence, souvent le sadomasochisme, avec une homosexualité, avec un mépris des femmes, de dire que de toute façon les femmes, c'est vraiment juste pour la reproduction, ça sert à rien, et avec un côté très agressif. Et en fait, l'élite nazie, elle va être plutôt du côté de ces homosexuels virils qui vont faire la guerre aux efféminés. Et je vais prendre un exemple de la duplicité des nazis, parce qu'il y a un événement très important, c'est après la prise du pouvoir d'Hitler, donc je crois que c'est en 1933 ou en 1934, c'est la destruction de l'Institut de recherche sexuelle de Hirschfeld. Il y a beaucoup de nazis, de sympathisants nazis ou néo-nazis qui disent, mais regardez, Hitler s'est attaqué à tous ces dégénérés, il a détruit ce nid de la perversion à Berlin. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ça qu'on découvre quand on lit le livre, c'est que en fait, les nazis, beaucoup de nazis étaient traités à cet institut. Il y a une citation dans le livre, vous vous en souvenez peut-être, d'un des vice-directeurs, monsieur Ludwig Lenz, je crois, qui dit on n'a pas le droit de donner les noms parce que ça serait contraire à l'éthique médicale, mais parmi les gens qui ont pris le pouvoir en 1933, seulement 10% d'entre eux étaient sexuellement normaux. Et comment ils le savaient? Parce qu'ils étaient tous traités à ce fameux institut de recherche sexuelle d'Hirschfeld, qui était le seul lieu dans toute l'Allemagne, et peut-être même dans toute l'Europe, qui existait. Donc en fait, ce qu'ont fait les nazis, ils ont été très malins. Ils ont dit, regardez, on se débarrasse de tous les pervers. Ça, c'était pour plaire à l'opinion publique, parce qu'il y a toujours une partie de communication chez Hitler et chez les nazis, chez les cadres nazis. Et en même temps, ils ont éliminé les preuves. C'est-à-dire qu'ils ont liquidé, ils ont brûlé les dossiers. Vous voyez, toutes les images qu'on voit des autodafés, d'ailleurs, c'est des images qui sont devenues célèbres. En fait, ils ne brûlaient pas des livres, ils brûlaient les dossiers de l'Institut de recherche d'Hirschfeld. Et donc, en fait, ils ont éliminé les preuves. C'est la même chose. Ce double discours, c'est la même chose qu'avec Röhm. Vous savez que Röhm était ouvertement homosexuel. Röhm, c'est la SA. Et en fait, il y a cette purge pendant la nuit des longs couteaux où les SS et une partie des nazis liquident la SA. Et en fait, Hitler, très habilement, dit, regardez, on a purgé le parti des homosexuels, des dégénérés. Mais pas du tout. C'est ce qu'explique très bien Scott Liebig, c'était une purge avant tout politique. C'était se débarrasser d'adversaires politiques et au passage se refaire une virginité morale. Et ça, c'est très bien montré dans le livre. Les pratiques homosexuelles, elles continuent au sein du parti nazi, y compris chez les SS, mais de manière beaucoup plus discrète. Et les gens qui sont condamnés, ce ne sont pas ceux qui sont accusés de comportement homosexuel, ou en tout cas de comportement homosexuel prouvé, c'est ceux qui se sont fait avoir en public. Parce que ce qui compte, c'est que l'opinion publique ne soit pas consciente de ça. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait au début, donc vous voyez, il y a ça, et cette homosexualité des nazis, et ça c'est très bien expliqué dans le 2e chapitre du livre, ne peut pas être comprise sans la dimension occulte. Vous l'avez rappelé au début de votre propos. En effet, il y a un occultisme chez les nazis avec des sociétés néo-païennes, avec des ordres de sorciers. Il y a tout un lien, et j'y reviendrai dans quelques instants, avec le lien avec le lobby américain, avec l'ordre du nouveau temple d'Aleister Crowley, de la Golden Dawn, avec beaucoup de rituels magiques qui passent par l'homosexualité. Et ce que j'ai découvert en travaillant sur ce livre, c'est qu'en fait, il faut comprendre l'homosexualité pour tous ces gens-là dans une dimension religieuse et pas juste de préférence sexuelle. Et donc, il y a l'idée qu'on va débloquer des choses, notamment par la sodomie, qu'il y a des centres énergétiques. Vous savez, on retrouve un peu l'idée des chakras. Vous savez, ce qui est à la base de la colonne vertébrale dans l'hindouisme. Il y a toutes ces idées-là. Et donc, en fait, les pratiques homosexuelles s'inscrivent dans ce cadre religieux de l'initiation. Et ça fait la filiation avec notamment les mystères de l'Antiquité, qu'on trouve par exemple les mystères d'Éleusis, certains cultes à mystère, qui avaient ces pratiques. Et donc, et avec aussi pour le côté androgyne, l'idée que l'homme parfait, ce qu'on appelle l'androgyne hermétique, c'est la fusion du masculin et du féminin. Donc, avec toute cette idée qu'on est double, on est à la fois homme et femme, etc. Donc, vous aurez compris, tout ça s'oppose frontalement à la conception chrétienne. Je le rappelle, qui sépare bien, qui dit il n'y a pas d'androgyne, c'est homme et femme, Dieu les créa, et qui condamne dès l'Ancien Testament, dès le judaïsme, les pratiques homosexuelles. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Donc voilà, maintenant on a posé ces bases-là, maintenant on va pouvoir parler de ce que vous me demandiez, c'est-à-dire le lobby homosexuel moderne. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette fameuse société de Magnus Hirschfeld qui crée une structure qui s'appelle la SDH, la Société des droits de l'homme. Et c'est cette Société des droits de l'homme, elle va se créer dans les années 20, elle va créer dès 1924
une branche, une filiale aux États-Unis avec quelqu'un qui s'appelle attendez, j'ai pris ça en note, monsieur Henry Gerber, qui est un militaire qui ira en Allemagne, dans l'Allemagne occupée, après la Première Guerre mondiale. Vous savez que l'Allemagne est vaincue, donc il y a une occupation. Et il va ramener ça aux États-Unis, donc il va créer en fait on va dire le premier lobby gay aux États-Unis. Et puis il y a aussi quelqu'un qui s'appelle, dont je connaissais pas du tout avant de travailler, monsieur George Sylvester Viereck, qui est aussi quelqu'un qui va faire le pont, Scott Lively nous dit, va faire le pont entre l'Allemagne et les États-Unis, c'est-à-dire qu'il va être entre ces deux mondes. Et pareil, il va diffuser la magie sexuelle, les pratiques occultes. Il est en lien avec Aleister Crowley, qui écrit dans sa revue. Et pour la petite histoire, c'est lui qui va populariser dès 1907 le premier roman gay de vampire. Donc vous voyez aujourd'hui, on voit ça vous avez dans n'importe quel supermarché, vous avez tous ces romans de vampires là. Alors il y en a pour les jeunes filles, un peu Twilight et tout ça, mais il y a aussi des choses pour les homosexuels. Ça c'est 1907 avec ce fameux monsieur Viereck qui va être le père de ce genre littéraire, le roman gay de vampires. Donc c'est assez amusant. Et donc il va y avoir tout ça. Donc si vous voulez, il y a une espèce de va-et-vient entre les États-Unis qui va s'accentuer, puisque après la défaite du nazisme, il va y avoir l'opération Paperclip. Vous connaissez, c'est l'exfiltration de beaucoup de nazis aux États-Unis. Donc il va y avoir des nazis qui vont aller aux États-Unis, qui vont amener avec eux leur conception de la sexualité, et il va y avoir toujours ces ponts qui existent. Et en préparant cet entretien, je relisais les passages du livre là-dessus. Par exemple, M. Viereck va être en relation avec M. Kinsey. Vous savez, Alfred Kinsey, qu'on vous connaissez bien, qui est lui qui a fait toute son histoire sexuelle de l'homme. Alors Marion Sigaud, qu'on connaît très bien ici, a montré tous les mensonges avec les travaux de Judith Reisman, tous les mensonges de Kinsey, que c'était un pédocriminel, qu'il y avait des viols d'enfants qui avaient été utilisés pour certaines des statistiques. Et que ces tests, là aussi, expérimentaux, étaient réalisés avec des prisonniers, ou en tout cas avec des criminels. Exactement, avec des prisonniers. Alors là, si vous voulez, la thèse qui est développée par Lively à partir de Reisman, c'est qu'il y a probablement certains travaux venant de prisonniers qui viennent en fait de gens de camps de concentration. Parce qu'on pourrait parler de ça aussi, mais il y a tout un chapitre du livre, pour ceux que ça intéresse, qui parle justement de la violence homosexuelle dans les camps de concentration et comment notamment il y avait beaucoup de capots qui étaient homosexuels, et en fait il y avait tout je dirais des violences sexuelles sur les détenus. Et il y avait aussi des faveurs sexuelles pour survivre dans les camps. C'est-à-dire, vous faites une gâterie au capot ou au SS, et vous aurez des vêtements chauds pour passer l'hiver, vous aurez plus de soupe ou plus de pain, etc. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est racontée dans le livre, c'est qu'il y a des militants LGBT qui sont venus une fois à Auschwitz avec des juifs. Et en fait, ils ont essayé de faire tout un truc là-dessus sur l'équivalence entre la persécution des juifs et la persécution des gays. Et c'est raconté dans le livre, un descendant le fils le fils, c'est ça, d'un survivant des camps, qui dit, mais mon père a été quasiment battu à mort parce qu'il avait refusé de faire une gâterie à un garde. Donc, vous souillez la mémoire de nos familles, etc., avec vos perversions, etc. Donc, vous voyez, il y a donc ces Kinsey, il y a toute cette filiation, et puis il va y avoir surtout, donc ça c'est aux États-Unis, donc là on est dans les années 50, les années 60, on est dans toute cette filiation, donc avec Viereck, Kinsey, je dirais toujours cette idée de donner un vernis scientifique. On avait Hirschfeld, et là maintenant on a Kinsey qui va dire quasiment toute la population américaine en fait est homosexuelle. La thèse de Kinsey, c'est ça, c'est l'hétérosexuel pur n'existe pas, c'est-à-dire la plupart des gens sont bisexuels sans le savoir. Donc ça, il faut dire, ça c'est aujourd'hui, c'est presque passé dans la culture populaire. Ce qui était d'ailleurs une progression par rapport aux intellectuels, on va dire, à l'époque de l'Allemagne nazie, où certains penseurs gays, on va dire, même si c'est un terme anachronique, imaginaient qu'il y avait plutôt un autre pourcentage, c'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, 20%, 10% de autres, il y allait avoir 50% d'hétéros, et après un autre pourcentage de curieux, etc. Donc on voit que ça a progressé quand même petit à petit pour à la fin dire, bon, nous avons tous ça en nous. Exactement, nous avons tous ça en nous, et après la deuxième étape de ça, c'est et puis les enfants sont aussi des êtres sexuels. Parce que là, voilà, là c'est un point aussi important. Ce que l'on retrouve est aussi
la longue filiation qu'il y a. C'est pour ça que j'insistais sur la partie de l'occultisme au début, d'ailleurs qui n'est pas que de l'occultisme, il y a une forme d'ésotérisme, même de vouloir reprendre une partie de la philosophie. On voit que le banquet de Platon a été réutilisé, notamment pour la partie de l'androgynie et pas que, sur toute la représentation, on va dire, métaphysique. Donc on a cette filiation sur cette acceptation de l'idée de la pédérastie comme étant une normalité comme une autre. Oui, exactement. Et alors ça, c'est là encore, vous voyez, de la même manière qu'il y a eu la filiation entre les cultes à mystère de l'Antiquité et les sociétés néo-païennes, vous avez la même idée de la pédérastie, parce que la pédérastie est présente dans l'Antiquité, c'est-à-dire chez les Grecs, chez les Romains, il y a l'idée que l'homme adulte, le pédagogue, hein, chez les Grecs, va initier le jeune garçon en fait en faisant son amant. Donc en fait, ça, c'est du viol, c'est de la pédérastie sur des mineurs. Mais à l'époque, ça fait partie de la culture antique, en grande partie. Il y a même des blagues sur Jules César là-dessus. Enfin bref, c'est dans les sources de l'époque. Et donc ça va continuer et on va retrouver ça notamment chez les nazis. C'est-à-dire de dire qu'en fait, le vrai amour, c'est entre hommes, le vrai plaisir, c'est entre hommes, les femmes, c'est juste pour la procréation. Et ces relations homosexuelles entre hommes âgés et garçons vont permettre d'initier l'enfant. Et entre hommes, ça va forger la camaraderie et c'est ça qui va faire des combattants d'élite. Parce qu'en fait, il y a toujours ce lien avec le militarisme. C'est l'idée de dire que les guerriers d'élite sont forcément homosexuels. Et ça, c'est une fraternité entre hommes qu'on retrouve un peu partout. On retrouve ça dans la piraterie, on retrouve ça dans le monde islamique, on retrouve ça chez les samouraïs. Enfin, c'est une idée qui est vraiment universelle. L'idée que les groupes d'hommes vont être soudés par ces relations homosexuelles. Et donc, il y a cette idée, et j'avais lu une très bonne remarque pour revenir aux enfants, avec les deux discours. Vous savez, la gauche, elle va dire l'enfant est un adulte comme un autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on couche avec un enfant, c'est pas différent de coucher avec un adulte. Mais la pédophilie de droite, entre guillemets, ça va te dire, non, il y a une différence, mais l'homme adulte a le devoir d'initier le jeune enfant. D'accompagner pour le transformer en homme, oui. Voilà, pour le transformer en homme. Donc ça va être deux discours complètement différents, mais avec la même finalité, et avec toujours, et ça, c'est déjà très présent en Allemagne. Et par exemple, avant les jeunesses hitlériennes, parce que ça va être un vrai nid à pédérastie, il y a un mouvement qui est moins connu qui s'appelle les Wandervogel, qui est une espèce d'équivalent des scouts, on va dire de scouts un peu païens. C'est le culte de la nature, du corps. Ça va être les beaux jeunes garçons qui sautent dans les torrents froids, et puis après qui vont courir dans les bois, etc. Et en fait, après ça va donner les jeunesses hitlériennes. Et là, Scott Lively cite des sources d'époque où déjà dans les journaux d'époque, on dit parents, attention, si vous voulez pas que vos enfants soient préparés physiquement, ne les mettez pas dans ces institutions-là. Et après, quand ça sera le nazisme, la pédocriminalité au sein des jeunesses hitlériennes est complètement attestée, et notamment celui qui dirigera ça sera quelqu'un qui s'appellera Baldur von Schirach. Alors déjà, Baldur, c'est plus païen que ça comme prénom, c'est pas possible. Il était lui-même homosexuel et pédéraste, et Hitler était parfaitement au courant. Donc, vous voyez, il y a ça, et je pense que c'est pour ça que ce livre dérange, vous voyez, pour revenir à ce qu'on disait au départ, parce qu'en fait, on critique le nazisme, la critique du nazisme par le système, en fait, c'est une critique fausse, c'est-à-dire que les nazis étaient les défenseurs de l'ordre moral, ils étaient nationalistes, etc. Mais jamais le système dit c'était des pédocriminels, c'était des homosexuels, c'était des gens qui avaient des mœurs dissolues, c'était des gens qui méprisaient les femmes. C'est étonnant parce que pour le système actuel, vous voyez, le nazi, c'est l'épouvantail, c'est la figure du mal. Mais par contre, il critique jamais le nazisme sur des choses qui pourtant devraient être, je dirais, vont dans leur sens, c'est-à-dire le mépris des femmes, la pédocriminalité, voilà. Et c'est pour ça que c'est en fait la critique du nazisme est fausse. C'est une fausse critique du nazisme. Et ce livre-là permet de comprendre en fait les vraies raisons de dénoncer le nazisme, avec en plus le lien avec l'occultisme, etc. Et moi je plaisante, je dis mais j'attends, j'attends d'être invité par les Antifas en fait pour parler de ce livre. Je veux dire, pourquoi les Antifas n'invitent pas à parler de la croix gammée rose? Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, ils veulent combattre le nazisme et le fascisme. Là, ils ont l'homofascisme et ils ont les vraies raisons de combattre le nazisme, à savoir la pédocriminalité. Donc, c'est là, en fait, ça permet de montrer toute l'hypocrisie et toute l'imposture du discours et pourquoi, à l'école, on n'apprend pas ça sur les nazis, parce que ça serait je dirais, une autre critique du nazisme et ça éviterait notamment que des jeunes se disent, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, si le système critique le nazisme, c'est que le nazisme doit être bien, puisque le système est corrompu.
Donc vous voyez, alors que si vous expliquez que les nazis sont réellement des pédophiles, des déviants et des pervers, là tout de suite c'est moins séduisant. Je veux dire, là ça donne pas, on n'a pas envie de s'associer à ça et de s'identifier à ça. Donc voilà. Et pour revenir à notre, après cette parenthèse sur le lobby LGBT moderne, je terminerai avec deux choses. C'est les techniques utilisées, parce que en fait, dans les années 70, il y a le déferlement du lobby LGBT. C'est-à-dire que c'est là où je l'ai dit au début, l'homosexualité va se normaliser dans la société, il va y avoir des lois qui vont être votées, il va y avoir la décriminalisation, enfin, il y a tout un phénomène qui fait qu'on va aboutir aujourd'hui où voilà, l'homosexualité, afficher son homosexualité, etc. On a même le mariage gay en France depuis François Hollande et dans plein d'autres pays, en fait, est devenu quelque chose de banal. En fait, l'offensive commence dans les années 70. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très important de comprendre ce mouvement charnière. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une trêve entre ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le mouvement des efféminés et le mouvement des machos. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre qu'au lieu de se taper dessus, il faut qu'ils fassent la paix et qu'ils fassent front commun. Et ça, c'est ça qui va tout changer, parce qu'en fait, au lieu de, vous savez, les guerres intestines, il n'y a rien de pire. Et donc, en fait, c'est là où ils vont faire front commun, et du coup, ils vont avoir un discours, et ils vont avancer de front ensemble. Et ce que dit Scott Lively à la fin du livre, c'est que le même phénomène se reproduit aujourd'hui avec les trans. C'est-à-dire que la plupart des homosexuels, même des militants, ne sont pas très à l'aise avec les trans. Mais ils ont compris que en fait, l'agenda peut avancer si tout le monde fait front commun. Donc, en fait, ils tolèrent officiellement les trans, tout en privé, en se privant pas de les critiquer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va changer, c'est l'emploi de méthodes nazies. Dans le livre, il y a notamment tout un passage sur quelqu'un qui s'appelle Gareth Evans, qui est le fondateur du Front de Libération Gay, qui va utiliser littéralement les techniques des SA pour intimider notamment les psychiatres. Parce que je le rappelle pour les auditeurs, et ça c'est très choquant aujourd'hui, c'est que jusqu'en 73, le manuel de psychiatrie officiel international qu'on appelle le DSM considère l'homosexualité comme un trouble mental qui doit être traité cliniquement. Et donc, en fait, le lobby LGBT, dont ce fameux Gareth Evans, en fait, vont intimider les psychiatres dans les États, vraiment avec des intimidations physiques, aller les chercher à la sortie de leur cabinet, aller quand ils font des conférences, quand ils font des colloques, pour les menacer, pour les pousser à changer la définition dans le manuel médical, ce qui sera fait en 73. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait un changement dans un tableau clinique, mais qui n'est pas du tout le fruit de la science ou d'une découverte, c'est juste sous la pression de militants. Donc, voilà, et depuis, le DSM a continué, puisque même maintenant, je crois que Scott Lively dit ça, dans l'une des dernières éditions, il y a quasiment une normalisation de la pédophilie. C'est-à-dire, en gros, si vous êtes pédophile, être attiré par les enfants, c'est pas un problème psychiatrique en soi, c'est un problème si vous êtes mal à l'aise avec ça. Si vous ne vous sentez pas bien à l'idée d'être attiré par les enfants. Donc, vous voyez là, ce que vous disiez, il y a toujours ce glissement, c'est-à-dire qu'on a commencé par la normalisation, et puis petit à petit, on va de plus en plus vers des choses extrêmes. Donc, il y a cet emploi de techniques, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, puisqu'il y a un passage vraiment très intéressant qui est cité dans les derniers chapitres du livre. Vous connaissez certainement le mouvement militant ACT UP, qui est un mouvement militant gay, et donc il y a quelqu'un qui s'appelle Eric Pollard, qui était le responsable comment je pourrais dire, du chapitre ou de la filiale de Washington, et qui écrit un article qui est dans les années, je crois que c'est dans les années 90, qui est cité intégralement par Scott Lively, où il dit « J'ai honte, puisque je croyais me battre pour mes droits de gay, mais en fait, je me battais pour l'homofascisme. On utilisait les techniques des nazis. Moi, je croyais qu'on se battait pour la liberté, pour la justice, etc. Et j'ai honte d'avoir participé à ça. » Donc, il fait son mea culpa. Alors, bien sûr, il a été mis au banc de tous ses anciens amis, l'ont abandonné, il a été menacé, etc. Mais il a eu cette honnêteté de dire, en fait, les techniques qu'on a utilisées étaient des techniques d'extrémistes, par la violence, par la menace, par le chantage, par l'intimidation. Et pour revenir à Scott Lively a connu la même chose. Il raconte dans le livre que quand il a commencé ses conférences, il allait beaucoup notamment dans les églises, parce que c'est un évangéliste, donc là-bas, ils font beaucoup de conférences dans les églises, et les églises étaient attaquées, taguées, voilà, menacées par tous les militants LGBT du coin, qui faisaient parfois irruption. Il raconte même une fois qu'ils ont été faire caca dans l'église pour souiller le lieu, etc. Et il dit, en fait, finalement, c'était parfait, parce qu'il démontrait exactement mon propos. C'est-à-dire que je voulais expliquer ce que c'est que l'homofascisme, et eux, par leur comportement, le montraient dans les faits.
Donc, vous voyez, il y a vraiment toute cette filiation, et le livre se termine par le fait qu'il y a un lien aussi entre le lobby pro-pédophile et les fondateurs du mouvement LGBT. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que tous les homosexuels sont des pédophiles ou tous les militants LGBT sont des pédophiles, mais ce que montre le livre de Scott Lively, en tout cas pour ce qui concerne les États-Unis, c'est que tous les fondateurs des mouvements pro-pédophiles aux États-Unis sont tous des homosexuels et ont tous un lien avec les fondateurs du mouvement LGBT. Donc, il cite des noms qui sont pas du tout connus en France, mais avec notamment une association qui s'appelle la NAMBLA. Je crois que c'est l'Association nationale pour l'amour enfant-adulte. Donc, l'acronyme en anglais, c'est NAMBLA, Love Between Boy and Adults, ou voilà, ou Boy Man Love. Et donc, vous voyez, et donc c'est vraiment terrible de voir cette filiation. Et donc, ce qui amène Scott Lively à dire, finalement, les États-Unis sont devenus aujourd'hui la capitale de l'homofascisme. Et il termine son livre en disant attention, parce qu'on a la victoire de Donald Trump, donc la dernière édition date de 2024. Il dit il y a la victoire de Trump, mais attention à ce que le Parti républicain, en fait, ne ferme pas les yeux, ne continue pas à normaliser l'homosexualité et en fait devienne il fait un jeu de mots, l'autre parti gay, c'est-à-dire les démocrates étaient le parti historique de la cause LGBT, mais attention à ce que le parti républicain, en fermant les yeux là-dessus, devienne aussi en fait l'équivalent, mais à droite. Donc voilà, et vous voyez aussi l'actualité de ce sujet, bien sûr, en France, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'en France, l'homo-souverainisme est une réalité. Je veux dire que ça soit au RN, c'est un secret de polichinelle. On a Gabriel Attal qui affiche son homosexualité. Enfin, il y a vraiment aussi cette question de l'homosexualité qui est présente en France, y compris à droite et y compris dans les milieux souverainistes. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Et là encore, je précise une chose, c'est que le but n'est pas de stigmatiser les homosexuels, pas du tout, mais de comprendre d'où viennent ces revendications, de comprendre le lien avec l'homo-occultisme et de comprendre surtout pourquoi il y a ces avertissements très clairs dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit chez Saint Paul, par exemple, dans le Nouveau Testament, sur le fait il faut rester chaste et avoir des relations uniquement avec des personnes du sexe opposé. Et je précise aussi une chose, parce que ça, souvent, c'est mal compris, je parle en tant que catholique, l'Église ne condamne jamais l'homosexuel pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait, c'est la pratique. C'est-à-dire que si vous êtes un homosexuel, que vous ressentez ce désir en vous, mais que vous ne passez jamais à l'acte et que vous restez chaste, vous ne commettez aucun péché. Donc ça, c'est très important. Et là aussi, un des problèmes du lobby homosexuel actuel, c'est qu'ils font de l'homosexualité une identité. C'est-à-dire que les gens se définissent par rapport à leur sexualité. Avant, personne ne se définissait par rapport, même que je l'ai dit au début de cet entretien, l'homosexualité était une pratique, enfin, il y avait une pratique homosexuelle, la personne, entre guillemets, avait dévié à un moment donné, mais ce n'était pas lié à sa personne. Et ça, c'est très important, parce que dès le plus jeune âge, aujourd'hui, on explique, notamment aux enfants, l'idée qu'on a une identité sexuelle et qui se définit par rapport à ses pratiques sexuelles. Donc voilà, donc vous voyez, on a balayé un petit peu en quelques minutes la richesse de ce livre, mais j'invite vraiment les gens à le lire et surtout à se faire leur idée par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un livre unique, ce qu'il contient n'a jamais été, je dirais, présenté en France, et même les gens qui sont sceptiques ou critiques, je les invite à le lire et qu'il y ait une vraie discussion à ce sujet, mais pas de dire « Ah non, non, je ne veux pas le lire, j'ai pas de temps à perdre avec ça, de toute façon, c'est discrédité, etc. » Ça, c'est la technique de la gauche, c'est la technique de tous les gens qui ne veulent pas en fait que vous alliez lire des choses qui dérangent ou qui peuvent vous faire évoluer votre avis. Et j'ai eu même, d'ailleurs, on a eu des très bons commentaires. On a des commentaires de gens qui disent « Je suis moi-même homosexuel, mais opposé au lobby LGBT. » Et je suis très heureux d'avoir lu ce livre parce que j'apprends beaucoup de choses, etc. Alors, j'espère aussi qu'il y aura peut-être des néo-nazis qui liront ce livre et qui se diront, en fait, je me suis fourvoyé, et je pense notamment aux jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par le nazisme, qui présentent un discours de force, d'autorité. Les gens disent s'il y avait eu Hitler, on n'aurait pas eu l'émigration en Europe, etc. Tout ça, c'est un leurre. Tout ça, c'est un piège, c'est le piège à patriotes. Voilà, on va pas reparler de ça parce que l'émission touche à sa fin. Mais pour comprendre le piège qu'a été le nazisme, lisez ce livre et faites-vous votre idée par vous-même et comprenez le vrai visage du nazisme.
On pourra notamment faire un clin d'œil au travail de Lucien Cerise avec son excellent livre La guerre hybride de l'OTAN, où il nous montre que le système de piratage mental existe vraiment pour que, in fine, notamment avec la situation en Ukraine, on se retrouve avec des néo-nazis qui arrivent à se battre contre d'autres, enfin contre des Slaves, contre la Russie, mais selon les standards de l'OTAN, c'est-à-dire s'allier avec les standards de la modernité occidentale pour pouvoir, on ne sait plus quoi finalement, d'où le piratage et malheureusement ces personnes-là se dirigent sur le front pour se faire malheureusement massacrer dans cette guerre. Donc on peut voir que le piège a déjà existé, surtout pour cette branche-là. Moi, j'aurais donc là une dernière question pour consolider, mais c'est ce que vous avez dit juste avant, Stanislas. C'est donc vous avez dit que c'est un travail donc d'historien, et je pense que ça aussi, ça risque de faire beaucoup réagir parce qu'on sait que l'histoire est une confrontation de documents, de faits, d'idées. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, peut-être pour rassurer sur la consultation de l'ouvrage? Je vais citer quelques exemples. C'est que on aurait l'impression en lisant l'ouvrage que on va s'attendre à ce que vraiment toutes les personnalités nazies puissent être homosexuelles. Donc on a même des philosophes, comme on voit que Nietzsche est accusé d'être homosexuel, Wagner d'être pédéraste, on a même Goebbels qui est expliqué comme étant homosexuel et pédéraste, mais dans le texte il est aussi dit que les preuves ne sont pas concluantes, donc on a du mal des fois à voir un peu ce qui peut être entre supposition et affirmation, mais même s'il y a ça, vu que le but c'est le débat, de faire sortir des notes, de faire sortir des documents et de les consulter, comment rassurer un lecteur qui pourrait penser qu'il y a une œuvre caricaturale sous les yeux? Bah, c'est très simple, c'est déjà, comme je l'ai dit, de lire, parce que vous avez raison, Scott Lively est très clair, il dit, il y a des moments où on a des preuves qui existent, par exemple sur le côté gigolo d'Hitler, là, il y a quand même, il donne un nombre de preuves, et d'ailleurs, il est honnête, il dit qu'il en doutait jusqu'à ce qu'il lise un livre de Lothar Machtan que j'ai cité, j'ai expliqué les sources qu'elle donne, qui sont des sources très très pointues, qui l'ont convaincu, et pour le reste, voilà, quand il y a doute, il dit qu'il y a doute, mais je dirais, moi, ce qui m'a emporté ma conviction sur le sérieux de la chose, c'est vraiment les témoignages d'époque. C'est-à-dire, il faut lire les journaux, il faut lire les témoignages de gens, notamment dans la police, dans l'armée, voilà, des gens qui ont eu les dossiers. Je veux dire, par exemple, la police des mœurs, je veux dire, à l'époque, ça existait encore en France il y a encore quelques années. C'est des gens, dont leur boulot, c'était de surveiller ce monde-là au quotidien. Donc, ils ont vu tout ça. Et il faut regarder, voilà, ce qui est factuel. Il y a un document que j'ai cité qui est factuel, c'est par exemple les expulsions du parti nazi pour cause d'homosexualité après la purge des longs couteaux. C'est-à-dire qu'on dit, oui, tous les dégénérés ont été enlevés du parti, ça c'est la ligne officielle, et en fait c'est quoi derrière? Bah non, il y a beaucoup de choses qui continuent, il y a même des bains gays qui continuent, des saunas gays qui restent ouverts, parfois jusqu'en 39-40. Je veux dire, il y a des gens qui sont, on a les notes, voilà, ils se sont fait attraper, etc., avec un camarade, ils sont pas exclus, ils sont juste mutés discrètement à un autre coin. Enfin, il y a des choses très factuelles. C'est-à-dire que c'est pas une œuvre. Il y a des choses où on peut discuter. Et d'ailleurs, Scott Lively dit parfois, oui, là, on peut pas le dire avec certitude. Il y a un faisceau de preuves, mais il n'y a pas une preuve définitive. Mais pour les choses importantes, il y a une, je veux dire, il y a une chose fondamentale. Et surtout, je terminerai là-dessus, c'est que il y a une cohérence spirituelle, idéologique et politique. C'est-à-dire, vous avez évoqué ce que dit Lucien Cerise sur le piratage mental. Lucien Cerise a écrit aussi un livre moins connu qui est tout aussi excellent, qui est sur le suprémacisme blanc. Absolument. Et il montre qu'il faut bien distinguer le suprémacisme du nationalisme. Et ça, c'est très important. Donc, quand vous faites le lien suprémacisme, occultisme, et comme dit l'Évangile, on juge un arbre par ses fruits, bah, quels ont été les fruits du nazisme? Bah, les fruits du nazisme, c'est la destruction de l'Allemagne, avec en plus souvent des erreurs militaires complètement délirantes. C'est la criminalisation du nationalisme par contagion, c'est-à-dire dès que vous êtes nationaliste, vous êtes nazi. C'est le lobby LGBT qui s'est exporté dans le monde, on a expliqué la filiation. Et c'est en fait la justification de la création de l'État d'Israël, puisque le nazisme et l'héritage d'Hitler, c'est de dire regardez, en fait, plus jamais ça, il faut absolument que les Juifs aient un foyer en Palestine pour éviter ça. Donc en fait, les fruits du nazisme, ça a été ça. Et ça, je l'ai expliqué dans mes propres travaux, c'est pour ça que j'ai fait le lien, c'est que en fait, le nazisme doit être compris comme un instrument au service du nouvel ordre mondial. Et ça, je sais que c'est difficile à admettre, mais c'est pour ça que il y a des gens comme moi ou comme d'autres, comme Lucien Cerise, comme Pierre Hillard, on essaye de faire ce travail pour donner ces clés qui sont pas forcément évidentes. Et je dis juste aux gens qui sont sceptiques, ne rejetez pas a priori cette thèse, regardez les faits,
essayez de relier les points, et vous allez voir qu'en fait, le nazisme n'est pas du tout l'allié de la race blanche, c'est en fait son fossoyeur. Et en fait, Hitler était vraiment un agent du nouvel ordre mondial, aussi bien sur le plan sexuel, politique et spirituel, et avec toujours en plus en toile de fond cette guerre contre le christianisme. Je rappelle quand même aux gens qui nous disent que le nazisme était un mouvement hyper chrétien. La croix gammée, c'est pas un symbole chrétien. Et je reprends la critique de Jean Vaquier, notamment sur la croix de René Guénon. La preuve que c'est pas chrétien, c'est qu'on peut crucifier personne sur une croix gammée. Et s'il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas de rédemption et il n'y a pas de résurrection. Et en fait, le Christ est mort pour rien. Donc voilà. Donc, oui, René Guénon n'a pas terminé chrétien non plus. Donc... Exactement. Bah oui, il a terminé musulman d'ailleurs. Donc ça, on oublie aussi parfois de le rappeler.